Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire analyse principalement technique de ce qui se passe un petit peu sur Bitcoin et sur Ethereum. On va aller regarder les news comme d'habitude, mais ça sera une vidéo entre guillemets sans sujet aujourd'hui. On est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, nous rejoindre sur le Discord et éventuellement, tout simplement mettre un like, c'est important. Faites-le, c'est rapide et du coup ça pousse beaucoup la chaîne. Et éventuellement également mettre un commentaire d'encouragement. On est là donc sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures, je le disais. Pour le moment, pas énormément de nouvelles informations par rapport à la vidéo d'hier. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous fais un résumé. Pour le moment, on a cette descente, un rebond au 0,618, c'est-à-dire qu'on a retracé 61,8% de cette descente, donc tout à fait logique comme rebond. On vient attaquer le creux précédent, enfin le sommet précédent plutôt qui se trouve ici, et puis ensuite on redévisse. À ce moment-là, on vient quand même ici nettoyer le sommet qui est là. Hein. Nous, on fonctionne comme ça, hein. On fonctionne beaucoup par attaque de sommet, on va dire, c'est-à-dire que le prix doit s'overlapper en permanence. Hein. Quand il est en tendance, il doit revenir retester le sommet ou le creux précédent. Et on avait ici, on va dire, un price delivery, donc le prix a délivré très fort, il est parti assez fortement. Pour le moment, on n'a pas attaqué ce niveau-là qui était à 23,8. Notre target final pour ce short, enfin la target principale, elle est à 22,3 et on a un potentiel niveau à venir tester, c'est le creux qui est ici, au 21,6. Ce creux-là, des 22,3, n'a jamais été testé pour le coup, et il serait vraiment propre ici pour éventuellement, terminer, on va dire, cette correction temporaire. Après, quelle sera la tendance après? Pour le moment, on peut pas le dire, mais en tout cas, pour le moment, on est, vous le voyez, en 4 heures dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, donc on s'attend à faire un plus bas. Donc, scénario privilégié, c'est une descente en 5 vagues qui fait 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le moment, on n'arrive pas à casser cette traîne de distribution, donc il est possible qu'on la tienne sur cette descente-là, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on est au rejet jusque 22,3. Quels sont les scénarios qui pourraient invalider tout ça? C'est de passer de l'autre côté de cette traîne, tout simplement. Le fait que ce petit creux que vous avez là tienne et vienne protéger celui-ci, hein, vous comprenez que c'est ça l'idée. Là pour l'instant vous voyez qu'on n'a pas réussi à faire une bougie entière de l'autre côté de ce creux là, donc on a peut-être ici, la structure est peut-être en train de nous dire qu'elle est en train de se retourner, mais on aura une vraie confirmation entre guillemets au moins temporaire de ça, si on passe de l'autre côté de la traîne. Si on passe de l'autre côté de la traîne, pour l'instant on regardera ce qui se passe au 23,8. Toujours pareil pour une continuation baissière, hein. La tendance privilégiée ici, c'est du short. Tant qu'on n'a pas ici repris et dépassé, allez, on va dire ce niveau-là, qui est vraiment pour moi fondamental, les 24 000 à peu près, et éventuellement même ce niveau-là, on peut pas vraiment dire qu'on retourne, on va dire, à la 4 heures. Donc la 4 heures est baissière. On va zoomer un petit peu sur ce qui se passe sur la 15 minutes. Vous voyez que la horaire, on va se mettre d'abord sur la horaire d'ailleurs. La horaire à ce stade, elle est plutôt haussière, hein. Donc là c'est toujours pareil. À partir du moment où on perd, on va dire, soit ce niveau-là, soit celui-là, c'est-à-dire donc 2326 et 2389, et ben là on aura une confirmation de la continuation baissière de la 4 heures, mais pour le moment on est haussier. Donc pour ceux qui sont sur des trades en très petite time frame, la direction privilégiée, encore une fois, c'est plutôt le long, et vous comprenez ici que c'est choisir le bon calibre pour la bonne tendance. Ceux qui jouent ce grand retournement entre guillemets de tendance, c'est-à-dire qui disent on n'ira pas au 22,3 et vous pouvez réfléchir comme ça, c'est pas du tout un problème. L'essentiel c'est d'avoir un plan et d'avoir du risk management. Donc vous voyez ici un nouveau creux majeur au sens où en daily la tendance pour le coup elle est haussière, donc ça voudrait dire qu'on a un nouveau creux majeur qui s'est installé dans cette zone là et que désormais on va plutôt chercher les 25,2, et vous pouvez jouer ce type de retournement mais avec un risk management extrêmement maîtrisé. Et bien du coup à ce moment là vous jouez un retournement de la 4 heures pour plus tard, c'est-à-dire que vous aurez des confirmations, encore une fois, toujours sur ce niveau-là. À partir du moment où déjà on vient récupérer celui-ci, on a déjà récupération d'un creux précédent, donc là on a vraiment des informations comme quoi effectivement la tendance s'inverse. Bien évidemment, si vous êtes en levier plutôt conséquent, il va falloir ici, tenir une position qui ne va pas être facile à tenir, puisque vous êtes ici sur
une tendance 4 heures qui est plutôt baissière. Mais si vous tenez cette position-là et que vous arrivez à la tenir ici jusqu'à ces niveaux-là, déjà ça fait des très gros gains, bien évidemment, surtout avec du levier. Mais, comment dire, c'est ce genre de trade qui, quand ils ont été pris au meilleur endroit, eh bien, peuvent ensuite se transformer, on va dire, en trade de position plus important. C'est-à-dire, vous étiez rentré ici sur un scalping, et puis finalement, vous vous retrouvez sur un trade qui va peut-être potentiellement durer plusieurs mois, et qui va, entre guillemets, être votre vache à lait pendant un certain temps, puisque vous n'aurez qu'à TP 5-6% de la position, et vous laisserez cette position, entre guillemets, continuer. Le but du scalping, c'est d'essayer d'avoir des positions qui se transforment en trade de position par la suite, et ensuite en fonction bien évidemment des signaux qui vous sont donnés, et ben d'essayer de garder des trades qui encore une fois vous font des vaches à lait pendant un certain temps, 3-4 mois, où vous avez un trade qui est super gagnant, et du coup vous prenez des TP partiels sur votre position, et c'est ça qui vous fait vivre sans stress, on va dire, pendant un certain temps. Est-ce qu'on a une vraie structure de retournement ici ? Non, c'est-à-dire que pour moi, bon, à part ce retournement un petit peu de la 15 minutes à 1 heure, on n'a rien en soi, voilà, on verra plutôt ça comme du bruit. Celui qui par contre considère que ça c'était un creux majeur, donc je parle ici de celui-ci, et que du coup, entre guillemets, là on n'est pas obligé d'aller attaquer, voilà, ce creux-là pour donner un creux daily majeur comme on avait eu sur celui-ci, et bien à ce moment-là, bien évidemment, ça peut être des coups à jouer, il n'y a aucun problème ici à jouer du retournement de tendance, tant qu'effectivement cette logique-là reste extrêmement maîtrisée et que le risque reste extrêmement maîtrisé. Donc pour le moment, ça aurait plutôt tendance maîtriser son risque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit être rentré dans ce trade pile au bon moment et puis là du coup mettre son stop loss à break-even. Donc pour l'instant, on attend entre guillemets. On considère que ce plus bas là ne sera pas retesté, ou en tout cas quand on va retester le creux qui est ici. Parce que pour le moment, si vous voulez, regardez. Là, on a un creux. Celui-ci, il a été retesté une fois, d'accord ? Il a été retesté par le haut, c'est-à-dire on appelle ça front side. Ça veut dire que il a été retesté, mais on n'est pas allé jusqu'en bas du plus petit creux en 1 minute qu'on pourra trouver tout au fond. Il a été retesté vraiment sur sa valeur la plus haute. Ici, même chose, mais on reteste le creux suivant backside, c'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'en bas du mouvement, vous le voyez là. Quand on vient retester le creux qui est là, on va vraiment jusqu'au fond. Donc sur celui-ci, ici on avait du coup créé un nouveau creux qui lui-même est testé également backside, vous le voyez ici, et ici le creux suivant lui aussi va être testé backside. Pour le moment, on a peut-être l'information que le retest de ce creux-là en backside est en train de bien se passer. La question ici, c'est la question principale, c'est qu'est-ce qui va se passer sur cette trend. Vous voyez que pour le moment, pour moi, ça rejette, alors ça dépend bien évidemment un peu de comment on la place, mais pour moi, pour le moment, cette trend, elle nous rejette, mais le seul niveau qui est capable d'attaquer éventuellement, je rezoome ici, on fait vraiment que de la price action, comme ça vous allez un petit peu, voilà, ça peut être intéressant je pense pour un certain nombre, qui est capable, le seul creux capable d'attaquer une trend pour le moment, c'est celui-ci, d'accord ? Ensuite, on peut redescendre, éventuellement même revenir tester le creux principal ici, ça voudrait dire un certain échec pendant un certain temps, on retourne entre guillemets la 15 minutes pendant un certain temps, et on revient tester celui-là, et vous aurez la perte de ce creux majeur, de toute façon, à partir du moment où vous enfoncez ce dernier creux-là, ça veut dire que vous continuez plutôt ici une trend qui est baissière, encore une fois, et on en revient au tout premier scénario, qui à ce stade reste le scénario privilégié. C'est-à-dire une descente à 22 300, voire plus. Voilà pour BTC, on a fait que de la price action, peut-être qu'on pourrait regarder vite fait. Est-ce que sur le momentum, on pourrait avoir des confirmations que ceci était plus ou moins un creux majeur ? Pour le moment, je vois rien en 4 heures en termes de divergence RSI. On avait certes, oui, un RSI en 4 heures qui était ici aux fraises. Donc, et qui là est en train, donc ça veut dire qu'on a encore peut-être un peu de jus pour remonter plus haut. Vous voyez que parfois le RSI peut faire des échecs autour des 50 ou 60, et là je parle du stochastique. Est-ce qu'en 1 heure on avait des choses qui pouvaient nous dire qu'éventuellement le mouvement vers le bas était en train de perdre de sa force ? La réponse est oui, c'est-à-dire que là vous aviez une descente au niveau du prix, et en revanche vous aviez une montée au niveau du RSI. Donc là on avait effectivement des annonces que à la vente, ce momentum là était en train de se calmer, et du coup on avait des mouvements entre guillemets de vente de moins en moins puissants, pardon.
Donc voilà pour ça, vous auriez pu ici éventuellement voir ce signal sur le RSI à ce stade-là, et ici en termes de RSI stochastique sur le creux dont je vous parlais, déjà on a un choc qui est chargé en 1 heure, ça veut dire qu'on peut ici annoncer, enfin on peut lancer peut-être un mouvement assez impulsif, assez fort, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Le chop ici ne nous donne pas la direction, il ne nous dit pas dans quel sens va aller le mouvement, mais il nous donne à quel point le prix est chargé. Et pourquoi le prix est chargé? Tout simplement on sort en 1 heure d'une phase de consolidation, donc il y a eu assez peu de volatilité, donc ça veut dire que notre shop ici s'est rechargé pour faire soit un mouvement péchu dans ce sens-là, soit un mouvement péchu dans celui-là. Donc là, le momentum, moi j'utilise beaucoup le momentum entre guillemets en bas de mouvement ou sur les retournements, sur ces choses-là, pour éventuellement essayer de voir si effectivement il y avait un essoufflement. Là ça avait été le cas en 1 heure, mais pas en 4 heures. C'est-à-dire qu'en 4 heures, si je vous remets la structure comme ceci, et que je vous remets le momentum, c'est très léger, mais non, on n'a pas de, pour moi, on n'a pas de divergence ici majeure. Peut-être éventuellement entre ce point-là et celui-ci, mais elle n'est pas majeure. Vous voyez qu'elle est toute petite. Là, le prix descend et le RSI est effectivement en train de monter. Ça nous dit peut-être qu'on va latéraliser pendant un certain temps. Celui qui veut vraiment ici, et c'est mon problème un petit peu avec le RSI et le momentum, c'est-à-dire que c'est des choses que vous voyez déjà en fait dans la price action, mais du coup, vous pouvez éventuellement ici voir une confirmation. Personnellement, c'est un peu moins mon cas. Si on regarde le Lux Algo Premium, on est toujours en forte vente sur le 4 heures. On va regarder sur le 5 minutes, on doit être à l'achat, mais sur le 15 minutes, on est toujours en fort achat. Et sur le 1 heure, vous voyez qu'on est en fort achat également sur la structure 1 heure. Peut-être éventuellement regarder le Lux Algo Price Action Concept qui lui nous donne plus ou moins les structures, et vous voyez que là la 15 minutes a breaké sa structure, la 1 heure a breaké sa structure, c'est ce que je vous explique, ça revient un petit peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais on n'a pas encore recassé la 4 heures. On fera un break aux structures sur la 4 heures. Déjà, quand on reviendra réellement, je vais mettre sur le 4 heures comme ça. Déjà ici, si jamais on arrive à péter le point qui est ici, là, et là, on aura un change of character sur la 4 heures, d'accord? Ici, on aura un CHOCH, c'est-à-dire un changement de caractère de la structure. Vous voyez ici, on voit très bien en rouge, là, cette grosse résistance qui, pour le moment, qui est tout à fait la traîne du mouvement et qui, pour le moment, nous empêche de passer ce point. Double top ici, relativement parfait. Par contre, si on arrive à le passer, probablement accélération haussière, encore une fois à minima, pour prendre ce fair value gap qui est ici. C'est-à-dire que si on devait la jouer longue sur cette structure-là, soit effectivement on cherche le trade de position et on recherche carrément la recherche des 25,2, soit on cherche juste ce fair value gap, ce qui pourrait plutôt pour moi être plutôt le bon endroit, voilà, ou éventuellement TP là-dessus, soit tout simplement on joue le rejet par cette traîne. Encore une fois, ça va être ici, et je vous dirai à la fin quel est potentiellement ici mon scénario privilégié. Pour le moment, en tout cas, vous voyez qu'on garde une 4 heures qui est baissière, la 15 minutes se retourne, certes, la 1 minute se retourne, donc ça revient exactement à l'analyse que je viens de vous faire, en fait, donc du coup, aucun intérêt, voilà. Mais voilà, on passe ici, on va sur Ether. Ether, c'est un petit peu différent, et on va la faire du coup avec le Lux Algo Price Action Concept, comme ça on va aller un peu plus vite. Ether, c'est un petit peu différent au sens où on avait perdu la daily sur Ether. Pourquoi? Parce que Ether, et ça je l'ai souvent expliqué, est venu perdre son creux majeur ici, à ce stade-là. Quand on a fait ici cette descente, on a fait un nouveau plus bas sur Ethereum, donc il considère ici, vous le voyez, que là, un jour a changé de caractère. Quand on regarde la 4 heures, elle a eu un changement de caractère vers le bas qui s'est opéré ici, c'est-à-dire que là on avait une tendance qui était haussière, et au moment où on perd ce plus bas là, et ben on passe sur une tendance qui est baissière également. C'est bizarre, mais je vois pas de break of structure sur la 4 heures. Peut-être qu'on l'aura si on perd ce niveau là, peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on a juste un changement de caractère ici sur la 4 heures et pas un break of structure. L'algorithme de Lux Algo, on va dire, le considère comme ceci. Et sur la 1 heure, pour le coup, par contre, on a notre break of structure que vous pouvez voir. Alors, malheureusement, on avait réussi, vous le voyez ici, à faire un change of character plus, c'est-à-dire à repasser vraiment sur une 4 heures qui était haussière. Mais vous voyez ici, on a fait un change of character dans l'autre sens. Et
Le break of structure, en 4 heures, Luxalgo considère qu'il est ici, c'est-à-dire au moment où on a fait ce triangle ici, qu'on a fait cette espèce de consolidation en triangle, à partir du moment où on perd le plus bas, le dernier plus bas, il considère que sur la 4 heures, on est baissier. On a un equal high ici, donc qui sera probablement amené à être testé, vous voyez que ça a été le cas ici, et là, à l'instant T, la structure est légèrement différente sur Ether que sur Bitcoin, au sens où Bitcoin, il est plutôt sous un point ici, fictif, on va dire. C'est-à-dire si on va considérer... Non, même, en fait, Bitcoin, on enlèverait ces deux mèches-là. Et je pense d'ailleurs que Ether a plus liquidé sur ces mèches que Bitcoin dans la nuit. C'est pas je pense, j'ai regardé d'ailleurs, c'est une certitude. Et le fair value gap que on voyait sur BTC dans cette zone-là, à l'inverse sur Ether, vous voyez qu'il a été en partie comblé sur ce up-là. Donc c'est un peu différent la situation sur Ether par rapport à Bitcoin, au sens où on a moins ici, on va dire, de valeur loquée dans cette zone qui nous attend. Néanmoins, pas mal de shorts sur Ether, mais une tendance qui est relativement ici baissière. Potentiellement, celui qui voudrait voir ça, alors pour moi les épaules sont petites hein, ici, vraiment une épaule tête-épaule inversée ici, on doit avoir un rapport de 1 à 4 entre les épaules et la tête, et vous voyez qu'ici c'est beaucoup trop petit. En général on va plutôt chercher un rapport à 0,5 ou à 0,75 entre les épaules et la tête, mais néanmoins on a quand même ici cette idée d'une potentielle structure de retournement, puisque là pour le coup Ether lui il vient casser cette espèce de barre ici qu'il avait de short, de stop shorter tout simplement. Donc même si on ne considère pas nécessairement une épaule tête-épaule, on peut considérer entre guillemets une figure de retournement. Et si je place ici le retournement sur Ethereum, on serait au 1653, c'est-à-dire le prochain order block qui est ici avec à peu près 9% de la valeur dedans sur la structure 1 heure. Vous voyez également que sur Ether, on a à peu près 25% de la valeur qui est sur le creux majeur précédent, mais globalement, toute la valeur se trouve tout simplement sur des creux plus importants. C'est-à-dire qu'on a ici 50, 70, 80, quasiment... On a énormément de pourcentages ici qui se retrouvent tout simplement. Alors ça, c'est une autre time frame, mais on a énormément de pourcentages qui se retrouvent au-dessus. Donc voilà, on va voir ce que ça dit sur Ethereum. Pour le moment, on a un break of structure sur la 15 minutes, mais pas sur la 1 heure. Et je pense que ça tient à ça, c'est-à-dire que, sur Bitcoin, on n'a pas cette mèche-là, donc si jamais Bitcoin arrive à casser ça, eh ben on a un vrai break of structure. Pour le moment, vous voyez qu'on a juste un changement de caractère. Et ici, sur Ether, il faudra péter ça. Si on veut vraiment faire un break of structure en 1 heure, il faudra casser les 1622, c'est-à-dire faire un petit bond de $22 au-dessus, et là, on aura notre break of structure en 1 heure. La 4 heures a changé de caractère, mais elle n'a pas fait son break of structure. Si jamais, donc c'était, je le rappelle, ici. Pourquoi elle n'a pas fait son break of structure ? Alors pour moi, elle l'a fait ici. Mais bon, là ici, l'algo considère que non. Oui, c'est ça, elle l'a fait ici, mais l'algo considère que non, donc bon, voilà. Pour moi, il a été fait, le break of structure, la structure 4 heures également sur Ether, pour moi, elle est complètement baissière à ce stade, et vous voyez que si on devait tirer la trend, comme on l'avait fait un petit peu sur Bitcoin, et je vais nettoyer avant de mettre la trend, eh bien, on aurait, je pense, sur Ethereum, quelque chose comme ceci. Trend de distribution. Si on arrive à repasser cette trend, eh ben on sait que la distribution n'est pas forcément finie, mais en tout cas qu'elle est en train de s'estomper. C'est ce que ça nous donne tout simplement comme information. On va enlever le Luxalgo. Je pense qu'on a terminé sur Ether ici. Vous avez à peu près tous les niveaux, etc. Et également le retournement en structure en 15 minutes. Pas encore en 1 heure, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et en l'occurrence, je pense qu'il considérera que la structure est retournée à 1623. On va regarder vite fait la stablecoin dominance, ce qu'elle nous dit. C'est un indicateur que moi j'aime beaucoup regarder. Sur la stablecoin dominance, c'est un petit peu la même histoire, on va dire. C'est-à-dire que pour le coup, on avait une trend qui était baissière, donc plutôt accumulatrice pour les cryptos. Hein. Ça, c'est une trend. Si la stablecoin dominance diminue, eh ben la crypto augmente. On avait réussi ici à perdre ce support, mais malheureusement, on est repassé au-dessus parce qu'on a délivré très vite ici. Donc la question étant la même, la question étant finalement. Et vous voyez qu'on regarde un petit peu les mêmes choses, hein, malheureusement. Mais finalement, si je vous mets les creux, vous voyez qu'on a un petit creux ici et on est en 1 heure, là. On a un petit creux ici qui vient juste d'être attaqué à l'instant. On a un autre creux qui, pour moi, est plus pertinent ici. Mais si on donc ça voudrait dire remonter au 13% de stablecoin dominance, donc au niveau potentiel du 14 février sur BTC. Et puis, par contre, si jamais on rejette sur ce petit creux que vous voyez là, quand je dis creux, en fait, je veux dire pic, voilà, vous comprenez qu'il est en sens comme ça, il n'est pas en sens comme ça, c'est un pic.
Si jamais on rejette à ce stade, on est rejeté par cette trend ici, qui du coup est plutôt une trend de diminution pour les stablecoins dominance, donc d'accumulation pour BTC et la crypto. Et là, en l'occurrence, ça nous dira que potentiellement ce niveau pourrait être à nouveau attaqué, le niveau des 12%. Pour moi, il est primordial ce niveau, au sens où c'est lui qui peut nous permettre de faire derrière une structure plus importante, peut-être 30, 40 000 dollars si on reste haussier. En revanche, si on reprend ce niveau et si on repart vers le haut, ici c'est direction plutôt les 18 ou 19 000 dollars, c'est-à-dire que sur la stablecoin dominance, on tiendra ce range. Et donc du coup on pourra continuer ici à un moment là-dedans sans que ça permette un mini bull run entre guillemets sur la crypto. Bitcoin dominance, on va regarder est-ce que on a des signes comme quoi on est potentiellement en alt season ou pas. Et là en l'occurrence alors on avait, je vais juste être sûr qu'on est bien à jour, voilà. On avait ici, quand on est passé à 46, donc c'était le 19 février, il y a de ça une semaine, des signes relativement importants, comme quoi potentiellement on allait vers une alt season. Et là, vous voyez que la Bitcoin recommence à mieux performer, entre guillemets. Peut-être que ça tient à cette news. Cette news qui est sortie il y a 18h, où Gary Gensler nous confirme une fois de plus que effectivement Bitcoin est une commodity, mais que tout le reste sont des securities. Donc peut-être que ça va être la narration qui va permettre à Bitcoin ici de reprendre un petit peu de dominance cette semaine. Du coup, on va passer sur les news, puisque pour moi, l'analyse technique, elle est plus ou moins terminée. Ici, apparemment, l'origine du Covid, une agence US qui dit que ça serait probablement effectivement une fuite de laboratoire qui aurait provoqué le Covid-19. Les investisseurs qui se préparent à un sursaut de la volatilité sur les marchés. Et voilà, sur Wall Street Journal, je pense qu'on a fait le tour. Ça, on l'a déjà vu hier. Ici, rien d'extrêmement intéressant. Je crois qu'il y a eu un problème sur Solana. Il y a eu une panne. Donc, j'ai pas regardé ce qu'avait fait le prix, mais il y a eu, il me semble, une panne assez longue sur Solana. Ça arrive souvent, hein. Le problème étant que, et c'est souvent, Solana est un excellent projet, mais la blague un petit peu aux États-Unis, c'est de dire que Solana s'allonge plus souvent que ta propre copine, c'est-à-dire qu'on a quand même ici des pannes qui sont récurrentes. Là, apparemment, c'était sur une mise à jour, et je crois qu'il y a eu 24 heures de blockchain pour reset la blockchain, etc., ce qui est relativement énorme. Et malheureusement, Solana qui n'arrive pas à régler ces problèmes de panne. Ici, le FMI qui dit qu'il faut plus de régulation sur la crypto et que le banning pourrait être une option. Bon, le FMI a toujours été un petit peu dans cette ligne de conduite-là. Le FMI n'est pas une institution qui est, entre guillemets, élue, et on l'a vu énormément, d'ailleurs, sur le Salvador, toutes ces choses-là, où ils avaient, effectivement, et sur tous les pays qui sont un petit peu en trend d'adoption massive, sur lesquels ils ont ici énormément critiqué, voilà, cette décision de s'adosser sur du Bitcoin. Ici, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air intéressant, là, cet article sur la liberté de parole sur Internet, la liberté d'opinion. Là, on a déjà fait hier tout le calendrier économique de la semaine, on l'a déjà vu ensemble, et ça, on l'a déjà vu hier également. Donc voilà, pour moi, la news du jour, c'est plus ou moins ce que nous a dit Gary Gensler, et puis également plus ou moins ce que on nous dit, et puis voilà, la panne sur Solana également, hein, qui est quand même... on ira peut-être regarder le prix rapidement. Ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a eu plus de liquidation, parce que un peu plus de volatilité sur Ethereum que sur Bitcoin, et on n'a pas eu un copier-coller de ce que fait le prix de Bitcoin sur Ethereum. Ethereum nous a donné des rebonds un petit peu plus importants ici. On a toujours énormément d'open interest sur des coins asiatiques, principalement ici, vous le voyez, Coinflux et Phil. Toujours beaucoup d'open interest sur DYDX. Personnellement, j'ai un trade qui tourne depuis plusieurs semaines dessus.
Solana, je pense que du coup ça a dû pas mal dumper cette histoire. Matic, Aptos, on a globalement Phantom, enfin on a tout un petit peu de toujours un peu les mêmes coins hein, finalement qui reviennent. Vous le voyez, Aptos, bon avec CoinFlux en plus, mais Phantom, Matic, enfin voilà, c'est toujours un peu les mêmes coins qui représentent le même niveau d'open interest, pas de nouveauté de ce côté-là, si ce n'est encore une fois CoinFlux. Vous voyez ici qu'on liquide principalement du long. Ça tient en fait au fait qu'on est écrasé un peu plus bas, je pense que c'était hier, ou dans la nuit peut-être. Et on va faire désormais vite fait le carnet d'ordre. Carnet d'ordre, qu'est-ce que ça nous dit? Donc carnet d'ordre, c'est les ordres à la vente et à l'achat spot. Et globalement, vous voyez qu'on a pas mal d'ordres à la vente et on a pas mal d'ordres à l'achat. Donc autour du prix, déjà, ça commence un petit peu à bouger, même si on est en week-end. Ici, 354 bitcoins qui sont à l'achat à 23 000 $. Ça pourrait aider le prix à stopper dans cette zone. Et on va regarder si notre ordre de 1000 $, de 1000 bitcoins, pardon, a disparu ou pas. Il était par où? Il était par ici. Pour l'instant, il est toujours en ordre autour des 22 229. Donc peut-être, voilà, ça justifierait ici, encore une fois, de rester en short jusqu'à 22,3 et potentiellement un retournement dans cette zone-là. Si on regarde, pardon, j'ai oublié de faire les liquidations, enfin tout ce qui est levier entre-temps. Donc sur Binance, toujours comme d'habitude, le plus gros contrat, et on est bien en 5 minutes ici ou pas? Ok, on va réinitialiser ça pour avoir un petit peu une vision périphérique de ce qu'il se passe. Alors, on a pris ce niveau-là, il me semble que j'avais mis un gros niveau là. Non? Ou je me trompe peut-être. Peut-être que j'ai pas sauvé non plus. Si, ouais. Il me semble que ça c'était un gros niveau en 2 pixels. Bon, c'est pas grave. Donc il a été pris ici. Entre-temps, on a eu pas mal de longues sur ce niveau-là, mais vous voyez qu'on est plutôt sur de la fermeture de short, hein, ici sur ce point-là. Mais là, on l'avait de toute façon déjà mis ce niveau-là. Ici, augmentation de l'open interest, donc c'est ça qui explique le nombre de longues, qui explique ce mouvement ici jusque en bas. Ici, on avait un petit peu de short, et vous voyez que c'est toujours le cas, et vous voyez qu'on est juste venu égaler hein, ici ce niveau, donc on est venu vraiment le prendre ici au dollar près. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut dire derrière? Là j'ai encore plutôt du long puisque le prix descend mais le funding pardon augmente quand même. Ici on a, vous le voyez, beaucoup de liquidation avec ce petit pic qui se trouve là. Ensuite on a un petit peu de la divergence ici, ou en tout cas potentiellement des gros niveaux de short qui s'ouvrent, puisque vous voyez que le funding descend alors qu'on n'a pas une action de prix qui est extrême hein, dans ce sens-là. Ensuite on a à nouveau donc on a ces fermetures là qui se font en short et ça c'est normal. Ici on réaccumule du long et c'est plutôt normal aussi. Et là le seul truc que je peux dire à l'instant T, c'est que en tout cas, alors bien évidemment on peut mettre ici un niveau de long parce qu'il y a forcément des longues, mais on va le mettre en trétillé, c'est pas un niveau majeur pour moi. Par contre, à ce stade-là, en ce moment, et ce qu'on peut voir, c'est que là, on a une diminution du prix. Et c'est même d'ailleurs plutôt ici. Ici, on a une augmentation du prix, pardon, et on a un open interest qui stabilise. Donc ça veut dire qu'on a du shorter ici. Et qu'on va mettre en bleu et en droite. Donc on peut virer celui-là, on peut considérer qu'il a été pris, et par contre on reporte un niveau ici. Donc voilà, rien d'exceptionnel hein, en fait, hein, finalement il n'y a pas vraiment de tendance ici, on voit pas que on est shorté de ouf. Peut-être un petit peu si on regarde vraiment juste, si on se base, il est où? Il est comme ça. Si on se base vraiment, voilà, à partir de là, on va dire que le prix est plutôt à la latéralisation et j'ai plutôt une diminution du funding dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que ce niveau, pour moi, est plus conséquent que ce qu'on pourrait éventuellement voir ici en bas. Donc on pourrait peut-être ici venir casser ce niveau-là grâce tout simplement à celui-ci. Pour le moment, il avait résisté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit attaquer de manière plus importante le fameux pic que je vous voyais là, donc l'attaquer backside hein, désormais, soit tout simplement venir au pic supérieur, c'est-à-dire comme on l'avait dit, les 23 670, et si on l'attaque jusqu'en haut, ce creux-là, ce pic, 23 840. Globalement, l'analyse est vraiment similaire à ce qu'on avait donné hier. Désolé de ne pas vous donner beaucoup plus de nouveaux, mais en fait, bon, on est à peu près dans vraiment ce qu'on avait entrevu hier comme
comme possibilité. Ah, c'était sur Ethereum qu'on avait un gros niveau. Voilà, bon, bah, désormais, il est pris, il est plus qu'enfoncé même. On a pris également celui-ci. Pour le moment, on n'est pas venu reprendre celui-là. Ici, pas mal de longues. Ici, pas mal de short, mais le niveau a été pris. Ici, on a pas mal de longues, puisque vous le voyez, le prix latéralisme et le funding augmentent fortement. Ici, on ferme beaucoup de monde, et théoriquement, on devrait fermer du long, et vous voyez que c'est à peu près le cas, donc ça, c'est relativement normal. Et là, vous voyez que par contre, j'ai un prix qui augmente, mais j'ai un funding qui descend, donc j'étais excessivement shorté dans la zone, là, c'est pour ça qu'on est venu faire le mouvement tout simplement actuel, donc je vais pas rajouter de mouvement, mais je peux rajouter ici éventuellement un point à prendre là, et puis ensuite, ici, on était shorté aussi. Ici, on est plutôt à l'augmentation. On va dire que tout est plutôt normal. Ici, sur ce point-là, on a eu un regain des longues. Donc, on a un très léger niveau de longue à venir prendre là. Qu'on va mettre en rouge. Et puis, est-ce que ce niveau-là a été longué outre mesure? Pour moi, non. Pour moi, non. On peut mettre un niveau éventuellement entrétillé, encore une fois, mais... Le problème, c'est que, ouais, bon, on va le mettre. On le met à un niveau entrétillé, en se disant que oui, ça pourrait éventuellement, en tout cas, aider. Il y en a forcément, hein. Ici, vous comprenez qu'on regarde un petit peu. L'idée, c'est de regarder que fait la majorité, mais il faut quand même noter des niveaux intermédiaires. Mais pour moi, c'est plutôt ici, désormais, venir prendre ce niveau-là qui va devenir intéressant. Et on a la même analyse que sur Bitcoin, sauf qu'on est à 1628 pour le creux majeur. Pour le pic majeur à venir chercher, et sinon bah, c'est la même analyse technique que celle que je vous ai faite précédemment. On va sauver ça, on va aller voir les poches de liquidité. Déjà 30 minutes pour cette vidéo. Alors, on peut voir ici que il commence à y avoir de la liquidité short à prendre. En tout cas, cette cuvette ici, elle a un sens. Maintenant, si on regarde la grosse position qui est là, admettons qu'elle était ouverte en levier x100 ou x50, pour moi, elle est sortie là. Donc celle-là, on peut l'oublier, là, celle-ci. Pour moi, celle-ci a été sortie également sur le rebond. La seule vraiment importante qui n'a pas du tout été ni jaugée, ni prise, etc. Enfin, je pense pas que ça soit le coup. Je pense pas que ça soit le cas. C'est peut-être plutôt celle-ci. Donc 24 000 sur BTC sur une grosse position. Et là, vous le voyez qu'on est dimanche. Et à part cette position d'hier, mais qui a déjà été sortie pour moi, on n'est pas ici en train d'avoir de l'énorme short en face. On a plutôt un petit long qui s'est ouvert là, vous le voyez, autour de 66 millions de dollars, qu'on est peut-être désormais en train de prendre. Mais en tout cas, on va dire que voilà, si on regarde vraiment la liquidité, et ici la logique qu'il faut avoir, c'est pas j'ai une énorme masse de short qui s'est ouverte en face et qu'il faut absolument aller short squeezer, mais c'est plutôt le prix est tellement descendu que j'ai du short résiduel, c'est-à-dire des positions qui potentiellement n'ont pas été nettoyées et qui sont ici encore positionnées. Donc c'est plutôt encourageant au sens où on n'a pas ici, malgré ça s'est arrêté, c'était le cas plutôt d'ailleurs dans la zone qui était là où les gens essayaient d'attraper un couteau qui tombe. Ça s'est quand même plus ou moins arrêté et on le voit sur le delta d'ailleurs, mais on n'a pas non plus des shorts en face de manière exagérée, hein. Donc du coup faut bien comprendre ici que c'est pas qu'on est sur de la liquidité un peu neutre, mais c'est que les choses à aller prendre en face, c'est pas des excités du short qui est en face, on est plus vraiment sur le prix a tellement descendu, a tellement délivré un peu vers le bas que on n'a pas énormément de longues, donc du coup ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que si on avait énormément de longues, à ce moment-là le delta il serait pas aussi important, et là on serait pas en ligne droite, excusez-moi, et si on vient chercher ici la zone de densité, encore une fois des shorts résiduels, on est plutôt autour de 25 000 sur BTC, donc on n'a pas énormément de longues en dessous, mais on n'a pas de nouveaux shorts non plus, et on n'a pas un sentiment qui est extrêmement shorter, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est plus que le prix a tellement délivré vers le bas d'un coup que oui, effectivement, ça nous donne un delta shorter plus important. Même chose sur Ether, vous voyez que par contre on avait et c'est ça qui a retourné le prix, une grosse position qui s'est ouverte là ici, et pour moi c'est pareil, elle a été prise, je peux pas considérer que c'est une x25, pour moi c'est plutôt une x100 ou une x50. Ici cette grosse position, pour le coup sur Ether elle avait été nettoyée, et vous voyez que c'est ça qui nous a donné le demi-retest là de ce creux, de ce pic qui n'est jamais réellement arrivé. Et si on doit vraiment aller chercher ici la zone résiduelle sur Ether, elle est à 1007. Maintenant il y a une chose que j'aime bien regarder aussi. Je
Je sais pas si j'en avais déjà parlé ici sur la zone, mais moi j'aime les zones de densité, je vous les montre là dans les bleus. C'est-à-dire, on considère, les bleus c'est du x25 en général. Hein. La vraie zone de densité qui serait plus logique, ça serait plutôt les x50, c'est-à-dire les verts, toutes les zones plutôt vertes. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu mal fait sur leur code couleur. Il faudrait qu'on puisse mieux voir tout simplement les gros leviers. Et là, vous voyez que la grosse zone de densité, elle se retrouve au 24,2. Donc tout à fait possible aussi, si on fait un mouvement de liquidité, de légèrement enfoncer les 23,8 et d'aller peut-être un petit peu plus haut. Sur Ether, même chose, si on regarde vraiment la zone de densité, mais qui se trouve dans le vert, elle est plutôt ici à 1690, c'est l'endroit où on a été pas mal shorté. Et très peu de long en face, vous le voyez ici, hein, ça paraît étonnant presque sur Ether, mais c'est le week-end, c'est pour ça. Et désormais une valeur résiduelle qui est plutôt de l'ordre de 5 milliards de dollars sur Ethereum et de, je pense, 11 ou 12 voilà, sur BTC. Les heatmaps respectives, là on regarde la 12 heures sur BTC, vous voyez qu'on est kiff-kiff à peu près sur le nombre de longues et le nombre de shorts qui rentrent. Pour le moment, on est venu faire un tour dans cette zone ici, où on avait quand même du short. Si jamais on doit vraiment short squeezer tout ce qui s'est passé sur la 12 heures, c'est effectivement 24-25 la zone. Sur la 7 jours, qui est celle qui parle le plus, la 12 heures va nous donner plutôt le sentiment de la journée, là où la 7 jours va nous donner plutôt le sentiment de la structure et de la semaine, de la structure d'une manière un peu plus globale. Vous voyez qu'on est venu chercher très proprement ici toute cette zone de densité, et que désormais, effectivement, on a des choses autour des 25. Si jamais on doit aller plus bas, c'est tout à fait l'analyse graphique que je vous donnais, c'est-à-dire des creux à venir chercher entre 21,5 et 22,5. Donc en haut c'est toujours pareil, c'est la cassure des 25,2 et en bas c'est toujours pareil, c'est quelque part entre 23,2 et 21,5 en tout cas pour le moment. On va regarder désormais Ethereum, on va regarder d'abord la 12 heures. Alors, souvent sur la 12 heures sur Ether, c'est un petit peu la même chose. Hier, on avait dit on a plus de shorts sur Ether au-dessus, mais maintenant qu'on a nettoyé, vous le voyez ici, cette zone-là, eh bien, sur Ether, on est à peu près kiff-kiff également. Enfin, autour du prix, on est à peu près sur les mêmes choses. Il faudrait des grosses positions shorteuses ici pour éventuellement pousser le prix vers le haut, ou à l'inverse, des grosses positions longueuses et des grosses positions, je parle pas de beaucoup de petites, je parle d'une très grosse position, pour diriger le prix vers le bas et vers les niveaux qu'on a, nous, plutôt de viser en short. Et également ici, si on regarde la 7 jours sur Ethereum, vous voyez qu'on est plus chargé en haut, hein. Ça fait plusieurs jours que je dis que si jamais Ether se reprenait en termes de demande, et peut-être que la Shanghai qui doit intervenir, donc la mise à jour Shanghai, elle va permettre à tous ceux qui ont de l'Ethereum en stacking de pouvoir le retirer. Est-ce qu'ils vont le vendre ou pas? Peut-être que ça va donner une force vendeuse, peut-être pas, peut-être que ça va rendre Ethereum aussi plus attractif parce que du coup on passe à du stacking liquide, et ça c'est une sacrée révolution au sens où effectivement vous n'êtes pas obligé de bloquer vos sommes investies. Mais vous allez ici peut-être, en tout cas l'implémentation à moyen terme elle est bonne, peut-être qu'à court terme ça va provoquer un sell de news ou alors une force vendeuse, donc c'est peut-être pour ça que Ethereum ici à ce stade est plutôt shorté. Et en l'occurrence cette mise à jour Shanghai qui maintenant s'appelle, ils ont fait un mix, enfin ils vont faire deux mises à jour en même temps, je sais plus, c'est c'est deux noms de villes mélangés. Cette mise à jour là, théoriquement il me semble qu'elle est prévue pour le 28 février. En tout cas aux dernières news c'était 28 février au 1er mars. Beaucoup plus de shorters en tout cas, donc pour moi Ether, il se pourrait qu'Ether prépare un short squeeze sur la 7 jours, en tout cas ça semble assez flagrant. La question étant, est-ce qu'il va venir au 1495, 1500 avant de faire son short squeeze, ou alors est-ce que il va y aller maintenant, c'est-à-dire est-ce qu'il va laisser gagner cette bande jaune qui est là? C'est un petit peu la question du moment, bien évidemment. On va pas regarder les 1 mois et tout ça parce que pour moi ça n'a pas vraiment lieu d'être en ce moment. On va retourner sur le prix, on va faire la conclusion ici. Alors pour moi rien n'a changé sur ma conclusion d'hier, c'est-à-dire pour le moment on distribue, donc la direction préférentielle elle est short, et elle est short encore une fois jusqu'à 22,3, potentiellement 21,5, puisque on s'inscrit ici tout à fait dans la logique d'une tendance daily haussière, d'accord, et donc du coup mais d'une 4 heures qui est baissière, donc la logique elle est de dire
Pour le moment, il se pourrait qu'on vienne juste tout simplement remarquer, refaire et réimprimer l'idée que la daily reste haussière. Ça peut tout à fait, le creux peut tout à fait être ici. Pour moi, il serait plutôt préférentiel au niveau des 22,3, donc j'ai plutôt tendance à jouer ce mouvement-là. Néanmoins, si on voit un vrai retournement ici de la 4 heures, déjà, ça sera un bon indice, plus cassure de cette trend de distribution, ou alors une structure de type vraiment un W. Je suis en daily là, non, je suis en 1 heure, je vais zoomer un petit peu. Une structure de type épaule-tête-épaule inversée, W, enfin toutes les structures de retournement que vous pouvez connaître, hein, que vous connaissez tout simplement, puisque maintenant vous êtes habitué sur la chaîne. Ça voudrait dire là ici par exemple on est sur la ligne de coup d'un potentiel W. Ici on enfonce mais on n'arrive pas à venir cueillir ce plus bas là. Et là en l'occurrence ici, une fois qu'on aura sorti tous les longueurs sur ce mouvement, que là le mouvement il est un peu agressif au début là, mais finalement là vous le voyez qu'il est pas du tout, enfin il est pas extrêmement agressif. Donc si on sortait ici par exemple tous les stop longueurs de ces structures là, ça pourrait être potentiellement un chouette point d'entrée également. Donc ça voudrait dire soit W comme ça, soit continuation baissière comme ça. Pour moi c'est mes deux scénario privilégié, et si jamais par contre on voit des retournements et une cassure de cette traîne de distribution à ce stade-là, peut-être qu'il sera temps de réfléchir à nouveau à, plutôt que d'aller au 22,3 ou au 21,5, un nouveau creux majeur en daily qui se trouve plutôt dans cette zone-là. Pour le moment, on n'a pas perdu la daily. On n'a pas perdu les trends principales, et on a un petit retournement intermédiaire ici de la 1 heure et la 15 minutes, donc forcé de constater que peut-être qu'on peut ici inscrire un nouveau creux. En tout cas c'est le principe ici de regarder et d'analyser la charte en permanence. Vous avez compris ici tous les tenants et les aboutissants, la trend de distribution, les creux, les pics, etc. Donc à partir de là, faites votre tambouille, faites votre sauce, n'hésitez pas à vous faire des scénarios qui sont bien entendu différents des miens et différents de ceux des autres. Vous devez accepter votre risque, et c'est-à-dire que vous devez avoir votre propre scénario qui vous est personnel, vous devez avoir votre propre risk management qui vous est personnel, parce que tout ça n'est que psychologie. Tout ça n'est que psychologie, et c'est extrêmement important de le comprendre. La psychologie contre laquelle vous vous battez, c'est votre propre psychologie. Donc à partir du moment où vous avez une acceptation du risque quand vous rentrez dans un trade, vous devez éventuellement, si vous avez eu tort, voir votre stop loss se faire prendre, parce que le risque accepté était calculé avec un sang-froid spartiate, draconien, et puisque de toute façon vous aviez accepté ce risque au moment où vous aviez pris ce trade, un sang-froid qui est exemplaire et qui est de l'ordre d'une machine. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui nous permet de converser de choses et d'autres sur des sujets qui n'ont absolument aucun intérêt en soi, mais qui nous permettent de nous connaître quand même un petit peu mieux. La question à la con du jour, elle sera sur... Tiens, on va faire un truc marrant. Que j'avais déjà peut-être fait une fois, mais voilà, on va faire un truc marrant. Mettez-moi parce qu'en ce moment il y a beaucoup de scammers sur Facebook grâce à Madame Irwin machin, je gagne 3 BTC par jour, etc. Mettez-moi les trucs les plus, mettez-moi votre propre version du message de scammer si vous en avez le temps et si vous y pensez, ça peut être relativement marrant. Ça va être compliqué pour moi du coup de nettoyer ces fameux commentaires, mais voilà. Et j'aimerais bien voir aussi si... faites ça, mettez votre meilleure blague de scammer, entre guillemets, en commentaire de la vidéo. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une bonne fin de dimanche à tout le monde. À bientôt.